Yona, Yonu, Yona, Uda, Yona, na, Yona, Yoda, Très loin à l'ouest de ces terres, du côté du bout du monde, il y a une île. Tu l'as déjà vue dans tes rêves. De longues plages de sable blanc, des criques rocheuses, une mer agitée. En se tenant sur les falaises de son rivage occidental, il arrive qu'on puisse voir Tirnambam, l'île aux femmes, bien loin à l'horizon. Les jours de très beau temps, ce qui arrive bien rarement dans ce recoin du monde. En général, ici, le vent balaie de son souffle les longs jours d'hiver, et l'été est précieux et éphémère. On dit que c'est dans une grotte inaccessible de cette île, dans un coin battu par les tempêtes, que réside encore l'aïeul du monde et son fidèle compagnon le corbeau rusé. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait trouvé son antre, bien que nombreux soient ceux qui l'aient marché, et nombreux soient ceux qui se sont noyés pendant leur quête. Peut-être qu'elle est encore là, remuant la soupe qui contient toutes les graines et toutes les plantes du monde, occupée à tisser la plus belle tapisserie du monde, avec sa frange d'épines d'oursin. Sur les plages de cette île, il y a des phoques. Des phoques comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Pas des phoques communs, pas des phoques gris, mais des selkies. Une fois par mois, le soir de pleine lune, elles peuvent choisir de devenir humaines. Et on raconte que ces soirs-là, elles retirent leur peau de phoque et dansent sur la plage, éclairée par la lune. Sur cette île vivait un pêcheur. C'était un très bel homme, aux cheveux d'un noir de jet et aux yeux d'un bleu perçant, à l'allure digne et forte. La plupart des filles du coin rêvaient de l'épouser, mais lui n'en trouvait aucune à son goût. Il était un peu rêveur, vois-tu. On disait que, vu le temps qu'il passait à contempler la mer dès qu'il montait à bord de son bateau, c'était un miracle qu'il parvienne à attraper du poisson. Il était certain que l'amour lui tomberait dessus, comme un coup de tonnerre, ou le fracas des vagues sur les rochers. Et aucune des filles d'ici ne pouvait lui inspirer de tels sentiments. Il les connaissait trop bien. Il recherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, quelque chose empli de mystère. Par un soir d'insomnie, il décida d'aller se promener pieds nus sur la plage, comme à son habitude. Le ciel était de velours bleu nuit, les étoiles brillaient au-dessus de lui, et la pleine lune semblait lui sourire, tandis que son regard se perdait dans les vagues. Alors que ses yeux se posaient sur un gros rocher lisse de l'autre côté de la baie, il lui sembla apercevoir du mouvement. Il s'approcha doucement, silencieusement, et vit un petit groupe de femmes qui dansaient dans la mer. Leurs cheveux brillaient comme la lune, leur peau scintillait comme le lait, et leur corps était si fin, si gracieux. Elles étaient si belles qu'il en resta ébloui, buvant le spectacle, pendant qu'elles s'éloignaient du rocher, en jouant dans l'eau, peu profonde, s'appelant et riant ensemble de leurs voix douces et mélodieuses. Au bout d'un moment, il aperçut une pile de ceux qui semblaient être des peaux d'animaux entassés sur le rocher. Glacés jusqu'aux os, et pourtant emplis d'une excitation étrange, il se rappela les vieilles légendes sur les selkies. Il se rappela
qu'elle pouvait se changer en femme en enlevant leur peau, et que sans ces peaux, elle resterait humaine, prisonnière de la terre, incapable de rejoindre leur foyer sous-marin. En les regardant, l'homme fut envahi d'une envie lancinante, et il eut le sentiment qu'enfin, il se trouvait devant le mystère qu'il avait attendu toute sa vie. Ces femmes étaient la vivante incarnation de son amour pour la mer, sa beauté et son mystère, et il se devait d'épouser l'une d'entre elles. Alors, il se glissa doucement vers le rocher, et vola une des peaux, la repliant jusqu'à ce qu'elle entre dans la poche de sa veste. Au bout d'un moment, les femmes s'appelèrent et nagèrent ensemble jusqu'au rocher. L'une après l'autre, elles remirent leur peau et se métamorphosèrent en phoques en un clin d'œil, puis plongèrent dans l'eau et disparurent sous les vagues. Toutes, sauf une. Elle chercha partout, grimpant sur le rocher, plongeant dans la mer, mais en vain. Voyant sa détresse, l'homme sortit de sa cachette et lui parla. « C'est moi qui ai ta peau, mais je n'ai pas l'intention de te la rendre. Ne veux-tu pas rester avec moi et devenir ma femme ?» La femme phoque secoua la tête en reculant, mais doucement, prudemment, comme s'il était en train de dompter un animal sauvage. Le jeune pêcheur s'approcha d'elle, plongeant son regard dans le sien. Il la vit changer et s'adoucir. Il lui dit « Donne-moi 7 ans, juste 7 ans. Au bout de 7 ans, je te rendrai ta peau, et c'est toi qui décideras. Si tu veux toujours me quitter dans 7 ans, je ne te retiendrai pas. » À ce moment-là, l'aube se leva dans le ciel, et la lueur de la lune s'estompa. Alors la femme l'accompagna, sachant que sans sa peau, elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas le choix. Mais il lui semblait être un beau jeune homme, fort, bienveillant, et malgré le destin qui lui avait imposé, elle lança un dernier regard angoissé en arrière, et adressa un signe d'adieu à ses sœurs, dont les têtes sortaient de l'eau, leurs yeux brillants comme des bijoux sombres dans la lumière du petit matin. Le jeune homme était plus heureux que dans ses rêves. Quand il s'allongeait près de sa femme le soir, il lui semblait sentir la mer, et quand il écoutait sa respiration, il avait la sensation d'entendre le murmure des vagues. Il était comblé. 9 mois après leur mariage, la Selkie accoucha d'une petite fille. Au début, la vie avec son mari et sa fille sembla lui suffire. Elle l'appela Mara, comme la mer. Elle l'emmenait au bord de l'eau et lui apprenait les traditions et les coutumes de la mer. Elle lui racontait les histoires de son peuple et les mystères étranges sous les vagues. L'enfant aimait la mer, mais elle était à moitié humaine et elle aimait aussi la terre et ne pouvait pas imaginer y renoncer. Elle était à l'aise dans sa peau et elle connaissait sa place dans le monde. Mais il faut dire que cela avait été le cas de sa mère quand elle avait son âge. La Selkie faisait de son mieux pour élever sa fille et prendre soin de son mari. Mais avec les années, les choses changèrent. Il partit de la maison de plus en plus souvent pour pêcher ou aller boire au pub avec ses amis, et elle restait seule. Elle prit l'habitude de se glisser hors de la maison la nuit pour tenter d'apercevoir ses sœurs. Mais elles avaient abandonné la plage, la nuit où elle avait été enlevée, craignant de subir le même sort. Alors elle regardait, et elle pleurait. Elle perdit tout espoir et devint de plus en plus triste. Sa peau se dessécha, ses yeux et ses cheveux se ternirent. Et quand les 7 ans furent écoulés, elle avait fait son choix. Même si elle se détestait à l'idée d'abandonner sa fille, elle savait qu'il lui fallait rentrer à la maison pour se retrouver elle. Elle demanda à son mari de lui rendre sa peau. Mais il se mit à rire et refusa. Elle était toujours la plus belle femme de l'île, sa femme, alors pourquoi lui rendrait-il sa liberté? La femme phoque devint alors encore plus triste et plus déprimée. Effrayée à l'idée de la perdre, Mara lui demanda si elle était malade, et sa mère finit par lui avouer qu'elle se mourait d'avoir perdu son foyer sous la mer. Elle se mourait, bien qu'aimant toujours son mari et sa fille.
Elle était échouée dans cet endroit qui ne lui correspondait pas. Mara craignait le vide obscur qui avait envahi les yeux de sa mère. Alors elle se mit en quête de la peau. Elle chercha partout dans la maison et partout dans les environs en vain. Elle ne s'arrêtait de chercher que lorsqu'elle était à bout de force. Et puis un soir, où elle avait passé encore des heures à chercher, tandis que son père était sorti et sa mère endormie, elle finit par se rendre dans le hangar à bateau. Fatiguée, elle décida de faire une sieste dans le bateau de son père. Et c'est là, sous une pile de cordes effilochées et de chiffons graisseux, qu'elle trouva la peau, toujours cachée, dans la poche de la vieille veste que le pêcheur avait portée la nuit où il avait enlevé sa mère. Mara tira, et la peau tomba par terre, en dégageant une odeur de mer, l'odeur de sa mère. Mais quand elle voulut la ramasser, la peau commença à se désintégrer dans ses mains. Elle était vieille et desséchée. Elle n'avait pas servi depuis si longtemps, et elle ne pourrait, visiblement, plus jamais servir. Mara se précipita à la maison et réveilla sa mère. Les larmes aux yeux, elle la conduisit jusqu'au rivage et lui rendit la vieille peau. Elle vit sa mère s'effondrer en pleurant. Elle vit l'espoir et la vie s'éteindre en elle. Et alors, elle réagit. La portant à moitié, elle déposa sa mère dans la mer, jusqu'à ce que l'eau la recouvre. La Selkie, petit à petit, revint à la vie. Mais elle la suivit à la maison avec un regard entièrement vide. Pendant des semaines, la Selkie resta au lit. Son cœur n'était plus qu'un trou noir immense. Personne ne pouvait l'aider, et sa vie s'étendait devant elle, sans fin et sans espoir. Elle ne trouverait plus jamais le chemin de la maison. Elle ne trouverait plus jamais sa place, ni un endroit où elle serait elle. Mais Mara refusait que sa mère meure. Alors elle se rendit chez la vieille femme sage qui vivait dans un cottage là-bas, en haut de la colline, au-dessus du village. Elle demanda à la vieille Kairash ce qu'elle pouvait faire pour aider sa mère, si vraiment il y avait encore quelque chose à faire. La vieille femme répondit à Mara, « Ta mère doit se sauver elle-même, et bien que je connaisse la voie des mousses et des plantes, et les chemins des animaux à travers les vieux bois, je ne connais pas la voie de la mer. Mais je connais quelqu'un qui sait, et si ta mère parvient jusqu'à elle, peut-être qu'elle lui dira comment se sauver. » Alors Mara rentra à la maison, et dit à sa mère qu'elle devait trouver l'aïeul du monde, qu'on pouvait encore trouver en ces jours anciens, si on avait l'endurance suffisante pour découvrir sa caverne et le courage suffisant pour se dresser devant elle dans l'obscurité. La femme phoque commença par dire qu'elle ne pouvait pas suivre cette quête. Elle était trop fatiguée et trop malade. Le chemin elle serait trop dur et sans garantie de succès. Mais Mara refusait d'abandonner. Elle pleura et plaida tant et si bien qu'enfin, un matin, la Selkie ne put supporter d'entendre le désespoir de sa fille. Et elle se leva du lit, enfila des bottes et s'enveloppa dans un manteau épais. Elle ne prit rien d'autre, car la vieille Kairash avait bien précisé à Mara que le voyage devait se faire les mains vides, en laissant derrière elle tout ce qui n'était pas vital. La Selkie ne savait pas vraiment où aller. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle trouverait l'aïeul du monde, quelque part dans les hautes falaises de la côte ouest de l'île. Et c'est ainsi qu'elle se mit en route vers le nord, en se blottissant dans son manteau. Elle marcha sous la pluie le long des plages, affrontant un vent si fort que chaque pas demandait le double d'énergie. Elle escalada des rochers si glissants qu'elle ne cessait de tomber dans l'eau et avait à peine le courage d'en sortir à nouveau. Ses bottes étaient froides, trempées, lourdes, mais son cœur était encore plus lourd. La nuit, elle tremblait de froid dans de petites calanques qui s'abritaient dans des criques. Elle buvait l'eau des sources glacées et se nourrissait d'algues. C'était dur, elle était faible. Enfin, par un jour de tempête, où le vent rugissant encore plus fort que d'habitude, réussit à s'emparer de son manteau et à la précipiter dans la mer, elle se jeta à genoux sur la falaise et posa son front contre le sol. Elle se désespéra. Mais alors qu'elle était agenouillée ainsi, un étrange bruit souterrain fit vibrer son corps.
Rejetant sa tête en arrière, elle écouta attentivement. Il lui semblait entendre les bribes d'une chanson portée par le vent, plus bas, quelque part à l'intérieur de la falaise. Et il lui sembla que ce bruit étrange qu'elle entendait ressemblait au bruit que pouvait produire un maître tisserand, actionnant à toute vitesse la pédale de son métier à tisser. Elle se releva, regarda attentivement autour d'elle et inspecta chaque recoin. Puis elle finit par apercevoir la première marche d'un long escalier taillé dans la falaise, qui semblait descendre jusqu'à la mer. Il était étroit, glissant et dangereux. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et doucement, avec précaution, elle commença à descendre. Et au fond, elle trouva la caverne, la grotte de l'aïeul du monde. L'aïeul était assise, tissant un fil fin qui brillait de toutes les couleurs de la création, sur une roue d'un beau bois doré, devant un cadre énorme qui contenait la plus belle tapisserie qui ait jamais été tissée, frangée d'épines d'oursin. L'aïeul se tourna et regarda la Selkie. « Comme ça, tu es venue pour trouver ta peau, » lui dit-elle. La femme phoque dut aller puiser au fond de son courage pour se tenir devant elle, relever le menton et arrêter de claquer des dents en murmurant un « oui ». L'aïeul lui fit signe de se rapprocher du feu vif qui brûlait au fond de sa caverne, sur lequel bouillonnait un énorme chaudron. En s'approchant, il lui sembla que le fumet de la soupe contenait l'odeur de toutes les graines et de toutes les plantes et de toutes les essences de tout ce qui vit et prospère dans ce monde. Elle s'assit et la chaleur revint dans son corps. Elle écouta l'aïeul du monde. « Comme ça, ta vieille peau ne t'allait plus, dit-elle, en contemplant le feu et en bougeant la tête comme si elle pouvait voir des images dans la flamme. C'est souvent le cas, tu sais. J'ai entendu toutes les histoires de celles qui trouvent leur vieille peau, rentrent à la maison et vivent leur vie dans l'océan comme si rien ne leur était arrivé, comme si elles n'avaient rien appris de tout ça. C'est bien quand c'est le cas, mais cela ne marche pas toujours, et parfois, ça vaut mieux ainsi. » Elle tendit à la Selkie un bol, empli d'un breuvage infusé, chaud et doux. Celle-ci le prit avec gratitude et pendant qu'elle le sirotait, il lui semblait que toute la force et toute la vitalité qu'elle avait perdue se mettaient à couler à nouveau dans ses veines. « Tu as réussi à venir jusqu'ici, ma fille, et c'est bien, mais tu as encore à faire avant que ce soit fini. » Et elle dit à la Selkie ce qu'il lui faudrait faire. La Selkie repartit après avoir bu son thé, fraîche et forte comme le jour où son mari l'avait trouvée sur la plage. La mer s'était calmée et elle trouva la barque, en bas de la falaise, comme l'aïeul l'avait dit. Grimpant dedans, elle se mit à ramer en direction de la petite île qui se trouvait 1 kilomètre au nord et 1 kilomètre à l'ouest. Elle tira la barque sur la plage de sable blanc, d'une crique calme du côté nord de l'île, là où se trouvait aussi la grotte que l'aïeul lui avait dit de chercher. Quand elle entra dans la caverne, elle vit ce qu'elle savait qu'elle trouverait, et les mains pressées sur sa bouche, il lui fallut toute sa volonté pour ne pas se retourner et se jeter dans la mer pour y mourir de chagrin. Car au centre de la grotte, il y avait des cadavres et les peaux de 11 phoques. Pas des phoques ordinaires ou des phoques gris, mais des Selkie. Elles avaient été massacrées, étanées, puis abandonnées depuis si longtemps que leur peau s'était désintégrée et qu'il ne restait plus d'elles que des tas d'os, à côté desquels étaient posés des pots, brillant d'un éclat argenté dans la faible lumière de la caverne. 11 squelettes et 11 peaux. La Selkie s'approcha, horrifiée et sans espoir. Car elle savait au fond de son cœur qu'il s'agissait de ses sœurs. Elle reconnaissait les marques distinctives sur leur si belle peau argentée. Une chasse aux phoques, lui avait expliqué l'aïeul, terminée abruptement par l'arrivée d'une tempête. Les hommes étaient partis en abandonnant les peaux, pensaient revenir quand le calme serait revenu, mais le temps avait passé, ils n'étaient pas revenus, et les os, les peaux des Selkie reposaient depuis dans cette grotte.
Mais elle avait encore à faire. Elle suivit les indications de l'aïeul. Elle alluma un feu dans la grotte obscure et elle veilla les pots et les os. À la tombée de la nuit, elle se mit à chanter le chant funéraire antique pour pleurer la mort de sa famille. Personne n'en connaît la langue. Désormais, ce n'est pas un langage qu'on écrit. Mais voici quand même les mots qu'elle chanta. Yona, Yonu, Yona, da, da, Yona, na, Yona, Yoda, Yoda. Et pendant qu'elle chantait, un bruissement résonna dans la baie qui bordait la grotte. Dans la lumière crépusculaire, elle aperçut une vieille phoque grise qui rampait sur le sable en direction de la grotte. Et cette phoque grise, qui était une vieille, très vieille Selkie, se mit à chanter elle aussi. Et pendant que la vieille Selkie chantait en rejetant sa tête en arrière, car c'était la nouvelle lune et elle ne pouvait redevenir femme que lors de la pleine lune, une chose merveilleuse se produisit. Lentement, très lentement, la peau se reconstruisit sur les os des phoques mortes. Toutes, sauf la plus jeune et la plus petite. Et petit à petit, leurs squelettes reprirent leur forme de phoque. Ils s'épaissirent encore et enfin, ils tremblèrent et se remirent à respirer. Enfin, quand ils en eurent la force, ils se retournèrent et se glissèrent dans leur peau. Tous, sauf le plus petit et le plus jeune. Et les 10 phoques formèrent un cercle autour de la petite sœur perdue. En relevant la tête, elles chantèrent une chanson d'adieu. À la fin du chant, elles glissèrent sur leur ventre hors de la caverne et s'élancèrent dans l'océan, en faisant signe à leur sœur de les suivre. L'aïeul avait dit à la Selkie qu'elle saurait quoi faire quand le temps serait venu. Et voilà ce que lui dicta son cœur. Elle prit la peau restante et la pressa contre sa poitrine, respirant l'odeur légère de sa sœur disparue. La vieille phoque la salua, puis se tournant, elle suivit les jeunes phoques dans la mer. Comme il aurait été simple de les suivre à ce moment-là, ses sœurs l'attendaient pour la ramener à la maison, mais il lui restait encore une chose à faire, une chose qu'elle ne pouvait pas abandonner si facilement. Alors elle replia la peau de façon à pouvoir la glisser dans la ceinture de sa robe. Elle retrouva la barque et se mit à ramer. Elle attendit que son mari soit en mer pour retrouver Mara, et l'entraînant jusqu'à la plage, elle lui raconta tout ce qu'il lui semblait qu'elle devait savoir. Mara n'avait que 7 ans. Elle était encore jeune, mais elle avait une profondeur qui lui permettait de percevoir qu'il fallait qu'elle laisse partir sa mère. Elle pouvait voir le déchirement de la Selkie, son envie de rester auprès d'elle, et cet appel si fort, cet appel d'une part si importante de sa nature qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne devait pas réfréner. Le besoin de trouver sa place, de trouver son élément, de rentrer chez elle. Et c'est ainsi qu'arriva l'heure des adieux. Prenant le visage de sa fille dans ses mains, la Selkie respira 3 fois dans ses poumons. Puis se tournant vers la mer, elle se mit à chanter une étrange chanson d'une voix très particulière. Elle sortit la peau de sa sœur, plus neuve que la sienne, plus jeune, moins marquée par le poids du monde. Mais c'était ses os que la peau recouvrait désormais, et qui lui donnaient sa forme à présent. Les deux se fondirent, ancienne et nouvelle, et de cette fusion émergea une nouvelle forme. Avec un dernier regard pour sa fille, la Selkie se glissa dans la mer et disparut sous les vagues. Le père et la fille la pleurèrent longtemps. Mara descendait souvent à la plage dans l'espoir d'apercevoir sa mère, mais en vain. Et puis, 1 an plus tard, la patience de Mara fut récompensée. Une phoque se tenait sur le rocher. Et quand elle s'approcha, elle retira sa peau. Et voilà que sa mère se tenait devant elle. Pourtant, elle avait bien changé.
Ses yeux et ses cheveux brillaient d'une lueur particulière, et quelque chose dans sa posture fit comprendre à Mara qu'elle était enfin en paix, à sa juste place dans le monde. Et ainsi, une fois par an, toujours à la pleine lune suivant le jour de sa disparition, la Selkie revenait sur la plage pour voir sa fille et lui raconter des histoires. Elle lui apprit la chanson qu'elle avait chantée dans la grotte, la chanson pour appeler sa famille Selkie. Elle lui apprit la chanson qui pourrait un jour, si jamais elle en ressentait le besoin, lui permettre de rejoindre la mer. Elle lui apprit la chanson qui ramènerait son âme à la maison, la joie marine de la femme phoque. C'est ainsi que la Selkie appela sa chanson, bien qu'elle ait été auparavant un chant funèbre, car tous les deuils peuvent être transmutés en joie, si on a l'endurance pour les traverser et le courage de se tenir droit face à la gueule du monde dans l'obscurité de sa grotte. Yona, 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 da, da. Yona, na, Yona, Yona, na,